Bien. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc pour cette deuxième journée du Bordeaux Geek Festival sur cette scène du Club Arthur Dent, donc où on discute d'enjeux de société et de science avec vous ici, puis ceux qui sont de l'autre côté du stream et qui nous suivent également. Finalement, vous... Ouais, c'est un grand canapé. Donc, sur scène aujourd'hui, nous allons parler de l'obsolescence programmée, puisque c'est un très très vaste sujet, et un vaste sujet intervenant qualifié, puisque nous avons, alors maintenant ils m'ont changé mon ordre, mais nous avons donc Laetitia Vasseur de HOP, donc Halte à l'obsolescence programmée, qui est ici donc pour nous parler de ce sujet. Puis nous avons Benjamin, donc, alias Clean Walker, hein, qui donc lui organise justement tout un ensemble de manifestations autour de des déchets dans le milieu sauvage. Donc avant tout cela, mais je vais peut-être vous laisser vous présenter à la fois à moi-même et au public pour nous dire un petit peu quel est votre parcours, quelles sont vos actions. Je vous laisse la parole. Donc qui commence? Laetitia. Bonjour à tous, donc Laetitia Vasseur, en effet je suis cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Cette association, en fait, elle vise à lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait que les produits ne sont pas souvent assez conçus pour durer et pour être réparés, et voire même parfois avec des stratégies délibérées de faire réduire cette durée de vie. Donc pour nous, c'est un problème par rapport à des conséquences écologiques, on y reviendra, mais aussi sociales, puisque c'est tout à fait énervant quand on achète un ordinateur ou un produit quelconque et qui tombe en panne un peu trop rapidement. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de travailler pour allonger globalement la durée de vie des produits. Et pour ce faire, on a 3 moyens essentiels d'action qui sont d'essayer de conseiller les gens sur comment trouver des produits qui vont être vraiment durables et savoir comment les faire durer. Et puis, donc là, on a une plateforme, par exemple, qui s'appelle produitsdurables.fr, que vous pouvez consulter. Ensuite, on a un deuxième volet qui est le plaidoyer politique. On essaye d'imposer des normes et des lois aux industriels pour qu'ils fassent des produits qui soient vraiment durables et réparables et qu'on protège les consommateurs. Et ensuite, le dernier pilier, ça va être celui de travailler avec les entreprises, soit parfois en déposant certaines plaintes, pour délit d'obsolescence programmée, parce que l'obsolescence programmée est un délit depuis 2015. Donc on l'a fait déjà contre Apple et contre Epson, pour les imprimantes et les smartphones. Et sinon, on essaye aussi de travailler de manière beaucoup plus large pour voir avec les entreprises comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un modèle compatible avec des produits durables et réparables sans obsolescence programmée. Donc aujourd'hui, on fédère à peu près 40 000 personnes. On a une équipe de bénévoles aussi. Et on travaille sur toutes les questions d'obsolescence à la fois esthétique, mais aussi technique. Donc ça va être la batterie qui ne va pas tenir ou un composant qui est mal placé, etc. Et puis l'obsolescence logicielle qui va peut-être plus nous intéresser ici. Donc là, on parle de toutes les mises à jour qui font qu'un produit, notamment numérique ou connecté, va durer un peu moins longtemps que prévu parce qu'il est conçu et il est travaillé à distance pour faire ralentir l'équipement, le faire dysfonctionner ou carrément le faire arrêter de fonctionner. C'est très complet. Bonjour, du coup je m'appelle Benjamin, je suis à la base d'un mouvement citoyen qui s'appelle donc Clean Walker, qui a pour but d'amener une prise de conscience sur la pollution des déchets sauvages, du plastique et de toute cette pollution en général. Ça passe par des ramassages citoyens. Et voilà, il y a déjà un ramasseur en plus là, il lance le plastique, il le récupère. Donc voilà, ça passe par des ramassages citoyens qui se font un peu partout, donc dans nos villes, dans nos forêts, dans nos plages. Ça passe aussi par une communication sur les réseaux sociaux, de la création de contenu pour sensibiliser sur l'impact de notre consommation et de ce qu'on peut changer. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on a la chance d'avoir 7 milliards de bénévoles, parce qu'on est tous capables de se baisser, de ramasser les déchets qui sont sur notre chemin et aussi de changer notre consommation. Donc on essaye tous les jours d'amener des clés aux gens pour pouvoir changer nos habitudes et faire que demain notre impact sur notre environnement et notre planète soit meilleur au vu de tous les enjeux environnementaux qui nous attendent, qui sont déjà là. Voilà, un petit peu.
Alors, Laetitia l'a déjà un petit peu abordé. Et avant de commencer la question, bien entendu, hein, vous, public, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous le souhaitez. Alors, sur le sujet, bien entendu, ou sur ce qui s'en rapproche. Donc, n'hésitez pas à solliciter la parole. On viendra vous apporter un petit micro pour que vous puissiez aussi intervenir dans le cours de ce débat, puisque on est là aussi pour impliquer tout le monde dans cette salle. Hein, même le monsieur en t-shirt gris là-bas au fond, voilà, vous pouvez venir poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, alors justement ça a été un petit peu évoqué, l'obsolescence programmée. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans cette définition d'obsolescence programmée? Qu'est-ce que ça englobe? Quels sont les produits qui sont visés un petit peu à la fois par l'aspect peut-être réglementaire et puis par son histoire aussi. Quand est-ce qu'elle a commencé cette obsolescence programmée? Est-ce que c'est un sujet profondément actuel? Alors, ce qui est marrant de voir avec ce sujet de l'obsolescence programmée, c'est que ça date pas d'hier. En fait, ça a été inventé le terme en 1930 par quelqu'un qui s'appelait Bernard London, et en fait qui voulait expliquer dans la crise économique qu'on connaissait dans les années 30 que l'obsolescence programmée, ça pouvait être une bonne chose pour justement ralentir la durée de vie des produits, et comme ça on pourrait renforcer la croissance capitaliste. Donc finalement c'était un super concept pour relancer la croissance. Mais ça a bien marché, puisque après dans les années 60 ça s'est vachement développé. Il y a eu des designers qui ont explicité que voilà, on pouvait réduire un peu la durée de vie par des effets de mode, des effets design, des effets techniques. Et comme ça, on pouvait renouveler plus facilement les produits. Puisque voilà, si vous achetez un lave-linge qui fonctionne super bien et que vous le gardez toute votre vie, vous n'avez pas racheté plusieurs lave-linges. Donc concrètement, l'entreprise peut se poser des questions sur son modèle. Donc ça a marché jusqu'à un certain point, parce qu'aujourd'hui, on connaît l'enjeu de la crise écologique, et on sait qu'un modèle, si on continue comme ça, on pourra peut-être faire de l'argent, mais on ne pourra plus s'en servir parce qu'on n'aura plus de planète pour vivre. Donc à un moment, le modèle n'est pas soutenable. Pourquoi il n'est pas soutenable? Parce que les produits, en fait, en général, demandent énormément de ressources au moment de la fabrication. Il faut voir que pour n'importe quel produit en général, la phase seulement de fabrication, c'est 80% de l'empreinte écologique. Donc après, la phase d'usage, finalement, c'est beaucoup moins important. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on renouvelle un produit neuf, on a une empreinte écologique énorme, puisque c'est vraiment là que se fait tout l'enjeu écologique. Donc l'enjeu, ça va être aujourd'hui d'allonger la durée de vie des produits, de les garder longtemps, d'avoir un produit peut-être qu'on va utiliser, puis qu'ensuite on va réemployer, on va vendre d'occasion, on va racheter nous-mêmes des produits d'occasion, mais comme ça on n'a pas besoin de créer du neuf. Et donc même les produits recyclés aujourd'hui sont faits à une bonne partie en matière neuve et recyclée. Mais aujourd'hui c'est quasiment impossible d'avoir un produit totalement issu de matière recyclée. Donc vraiment l'enjeu, ça va être d'allonger cette durée de vie des produits pour réduire cette empreinte écologique, tout en essayant de maintenir un système économique qui fonctionne, bien sûr. Donc là, il y a plein de pistes sur l'économie d'usage, sur le réemploi, la réparation, il y a plein d'emplois possibles. Et donc l'idée, ça va vraiment être d'allier à la fois les enjeux de la planète avec les enjeux économiques, parce qu'on a bien toujours besoin d'entreprises pour fabriquer des fameux lave-linges, mais il faut qu'on soit dans un modèle durable. Et puis aussi l'enjeu, il est social, c'est nous. Nous, on constate que 92% des gens considèrent qu'il y a de l'obsolescence programmée dans les produits high-tech, par exemple. Et la plupart des gens ont souvent une anecdote à raconter sur un grille-pain, un lave-linge, un ordi qui a été un peu trop rapidement en panne. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ce gaspillage, il est plus acceptable d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue purement financier. Quand on doit renouveler un produit qu'on n'avait pas prévu de renouveler, c'est un certain budget, et on en a un peu marre globalement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé l'association HOP. C'est pour lutter contre tous ces méfaits de cette obsolescence accélérée, qui est devenue un délit depuis 2015. La définition juridique, c'est les stratagèmes que les fabricants en particulier peuvent mettre en place pour faire en sorte de réduire la durée de vie dans le but que vous renouveliez l'achat. Donc ça, c'est la définition juridique. Mais nous, on travaille plus globalement sur tous les phénomènes qui accélèrent le renouvellement des produits au-delà de certains stratagèmes très particuliers, pensés à l'avance délibérément.
Mais au-delà de ça, parfois, c'est aussi un modèle économique où simplement les fabricants ne se posent pas la question et ils essayent de faire en sorte qu'un produit fonctionne à peu près pendant 2 ans, qui est la durée légale de garantie, et ensuite, ils ne s'y intéressent pas. Donc nous, on va vraiment faire en sorte, par les lois et par le dialogue avec les entreprises et par la fédération des consommateurs, montrer que c'est un sujet et qu'il faut faire en sorte que les produits soient plus durables et aussi plus réparables. Et alors c'est aussi, il y a aussi dans cette obsolescence la partie technique, technologique pure. Il y a aussi la partie sociétale. C'est finalement 2 aspects qui sont complémentaires. Donc avec d'un côté un produit qui nous lâche. Ça me fait penser, il y a un strip qui est assez ancien de Garfield dans les années 80 déjà. Il y avait John qui voyait tous les appareils de la maison fondre les uns après les autres et Garfield lui répondait c'est normal, là, tu viens de passer la période de garantie. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Et puis il y a l'aspect aussi société, marketing qui nous pousse finalement aussi à se renouveler. Et ça c'est pas nouveau finalement. Les modes en temps ancien, on est passé de l'homme qui portait des chaussures à talons et des roues flaquettes, et puis les modes ont changé, mais peut-être que l'alternance des modes se fait aussi de plus en plus rapide et au détriment du milieu qui nous environne. Non, mais en fait, c'est surtout, c'est un petit peu ce que tu as commencé à dire. C'est moi, la définition que j'ai un peu de l'obsolescence programmée, derrière, c'est écrit consommation, quoi. C'est vraiment, on va tout faire pour que ça soit une consommation régulière et constante de nouveaux produits. Et si je pousse un petit peu la chose, l'obsolescence programmée, elle est vraiment présente partout maintenant. Parce que je caricature un petit peu, mais le pain au chocolat que tu prends, l'emballage plastique, il est autour. L'emballage plastique, il a une durée de vie de 3 secondes. En fait, tu vas l'ouvrir, tu vas manger ton pain au chocolat et l'emballage, il ne sert plus à rien. L'obsolescence, elle est un peu présente partout. Et moi, je trouve aussi que c'est lié au terme de déculpabiliser un petit peu les consommateurs. En fait, pendant une période, on leur a dit en gros, vous inquiétez pas, consommez, allez-y, nous on gère tout derrière, il n'y a pas de souci, on gère le recyclage, le traitement, on vous refait des produits nickel tous les ans avec. Et ça a été un dialogue qui a été bon pendant un certain temps parce qu'il y a eu toute cette période de croissance où c'est certain, ça nous intéressait de consommer, d'avoir des nouveaux produits, c'était cool. Mais en fait, aujourd'hui, par tous ces enjeux environnementaux et tout ce dérèglement climatique et cette pollution, on se rend compte qu'en fait, le recyclage, par exemple, a été pris comme une solution miracle, alors que normalement, ça devait être le bout d'une chaîne et vraiment la dernière solution. Et on se rend compte qu'en fait, de consommer comme ça, c'est plus possible du tout. Et surtout, tu parlais de l'impact social. C'est certain qu'on ne peut plus consommer comme avant. On a besoin maintenant d'avoir des produits qui tiennent plus longtemps parce qu'on n'a plus les mêmes possibilités, seraient même financières, en fait, de renouveler tous les ans. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent tous les ans acheter un téléphone à 1 000 € et puis le garder 2-3 ans parce qu'il y a l'effet de mode qui fait qu'il faut le changer. Il y a l'effet de la qualité du produit qu'il faut changer parce qu'il est plus bon. Donc moi, il y a vraiment derrière l'obsolescence programmée ces 2 mots, consommation et un peu déresponsabiliser les consommateurs qui, maintenant, je pense, depuis quelques années, veulent de plus en plus, au contraire, être responsables de leur consommation. Et c'est un peu vers quoi il faut tendre, je pense. Et surtout qu'aujourd'hui, ce que tu disais, c'est qu'on est à la fois soumis à ça, puis il est extrêmement difficile d'y réchapper, tout simplement aussi. Même on veut acheter un simple paquet de gâteaux, trouver un paquet de gâteaux sans qu'il y ait 14 emballages. En plus, ils sont marqués fièrement. Un emballage individuel extraordinaire, mais sauf qu'on est obligé d'acheter un paquet qui durera, c'est pareil, 3 secondes, quoi. Et justement, tant qu'on est un peu sur ce sujet-là, quel est le lien finalement entre l'obsolescence programmée, le déchet, puisque ce qui n'est plus utilisé devient déchet, de quelle façon on peut le réutiliser, de quelle façon on peut le valoriser. Je vois plein de cosplayers passer, ils sont super pour justement valoriser des bouts de carton, des bouts de bouteilles, de la mousse, etc. Voilà, quelles sont finalement les différentes formes qu'on peut avoir pour faire le lien entre l'obsolescence programmée, le déchet, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, le déchet finalement. J'ai juste une petite question comme ça, à main levée. Qui a déjà acheté un produit sur Amazon? Produit électronique. Okay. Genre bien haut pour voir qu'il y en a plein. Okay. Et genre qui, à main levée, sait, quand il a jeté son produit électronique, sait où il est allé? Ok, merci à tous.
Non, mais voilà, c'est ça le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, on nous fait consommer, mais en fait, on est complètement déresponsabilisé de toute la suite de la chaîne. Aujourd'hui, par exemple, tous les produits électroniques de Amazon ne sont pas recyclés, sont envoyés dans ce qu'on appelle des pays poubelles, qui sont principalement en Afrique, où en fait tous les déchets électroniques vont être envoyés là-bas, ne seront pas recyclés, ne seront pas traités. Par exemple, l'Union européenne qui s'était engagée, je ne sais plus quand, à recycler ces déchets, tous les déchets électroniques, et surtout qui interdit de les envoyer à l'étranger. L'Union européenne a la responsabilité de traiter ses propres déchets. Aujourd'hui, ils ont recyclé à peine 25% de tous ces produits-là. Et ça, c'est bien évidemment des choses qui ne vont pas être mises en avant, parce que sinon, on a une perte de leur vente et eux, ils ne seraient pas très contents. Mais c'est juste ça, en fait, aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est quand on achète un produit, de ne pas voir simplement la première étape. Aujourd'hui, on a besoin on parle de consommateur, donc vraiment d'être acteur de ce qu'on va consommer, donc de s'intéresser à toute la chaîne qu'il y a derrière et de se dire, ok, si j'achète ce produit-là, je sais qu'il est produit de telle façon, comme tu as dit, 80% du bilan carbone d'un produit va être dans sa préparation. Donc être conscient de avant et surtout de l'après de ce que va devenir ce produit. Et donc évidemment pousser plus possible à renouveler, à être dans de la récup et de la seconde main. C'est des choses assez importantes, je crois. Voilà, j'aime bien cette question à Malvé. Oui, je vais rebondir aussi sur Amazon. Parce que en fait, Amazon, c'est donc une marketplace qui achète des produits et qui vous les revend et qui a pour but d'en vendre le plus possible. Donc, en fait, ils accélèrent toujours le fait, enfin, ils veulent vous vendre toujours plus rapidement des produits et renouveler les stocks pour qu'il y ait toujours des choses importantes, intéressantes à vendre. Sauf que, du coup, il y a des choses qui ne se vendent pas. Ils achètent trop et ils n'arrivent pas à les vendre. Et donc, ça représente un certain pourcentage. Vous savez que c'est sorti dans la presse ces derniers temps, la part des invendus qui est détruite tout simplement, donc ils n'ont même pas été consommés par personne, qu'ils sont juste envoyés à la décharge pour être détruits, même pas recyclés, c'est 3% de la production. C'est énorme en fait, parce que quand vous avez Amazon, vous imaginez bien tout ce que ça représente comme produit. C'est plus, je crois, de 300 millions de produits qui sont détruits, tout simplement, sans même avoir été jamais consommés. Donc ces invendus, cette destruction des invendus non alimentaires, ça va devenir interdit par la loi. Bientôt, là, ça devrait être voté en octobre, enfin au mois en automne de cette année. Le Premier ministre a annoncé que les invendus ne pourraient plus être détruits. Bon, il a quand même laissé l'opportunité de les détruire via le recyclage, donc c'est quand même pas la panacée, mais au moins, la destruction pure et dure sera sur le principe interdite et il faudra d'abord passer par le don. Si on n'arrive pas à vendre un produit, on doit le donner ou on doit le réemployer. Éventuellement, on doit le recycler, mais on ne peut pas juste le détruire alors qu'il a juste été fabriqué. Ça a une empreinte écologique vraiment très forte. Et le lien avec le déchet sur l'obsolescence programmée, il est évident en fait sur tous les produits, que ce soit le textile, que ce soit l'électronique, l'électroménager. On a à chaque fois qu'un produit tombe un peu trop vite en panne, ça fait un déchet. Et ce déchet, éventuellement, il est recyclé. Mais par exemple, si je prends le téléphone, le smartphone, c'est à peu près seulement 16% des smartphones qui sont récupérés, collectés. Et sur ces smartphones, on ne peut pas recycler la plupart des matériaux. Pourtant, un smartphone demande 60 matériaux différents. Donc on va recycler juste quelques-uns, je crois que c'est de l'ordre d'une dizaine de matériaux qui vont être recyclés si on arrive à collecter les téléphones. Donc en fait, globalement, les appareils, moins ils ont une durée de vie longue et plus ils finissent en déchets. Éventuellement, ils finissent dans vos placards. Au bout d'un moment, vous en avez quand même marre, vous finissez à les mettre dans une benne. Et du coup, on a vraiment du mal à agir sur ces déchets qui s'accumulent. Si vous prenez par exemple ce qu'on appelle les déchets électriques et électroniques, ça représente 23 kilos par Français par an en moyenne. C'est comme si vous aviez 2 grosses valises à la fin de l'année de produits juste électriques et électroniques.
Et on a calculé notamment que si on allongeait la durée de vie de 50% de nos produits, textiles, électroménagers, électroniques, meubles, on pourrait épargner 77 millions de tonnes de CO2 en France, juste sur la France. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment pour ça qu'il faut travailler collectivement, à la fois les entreprises qui doivent faire des choses, des produits qui sont vraiment durables, réparables. Les gens qui sont dans la distribution comme Amazon ne doivent pas les détruire. Et puis nous, on doit faire vraiment attention, une fois qu'on les a achetés, à allonger leur durée de vie au maximum. Soit en les réparant s'il y a une petite panne, soit en les réemployant, les mettant sur le marché de l'occasion, soit au bout du bout en les recyclant. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour éviter tout ce CO2 perdu, parce que ça, c'est nous, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, et on doit vraiment participer ensemble à une culture plus durable. Juste ce qui est fou dans ce que tu viens de dire, dans la loi là, qui est prévue pour cet automne, ce qui est dingue, c'est que ça va être interdit de détruire ces déchets-là, mais on prend le problème en fait, on ne prend pas à la racine, quoi. Il pourrait interdire de produire autant, et en fait on prend encore un peu le problème à l'envers, je trouve. Parce que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve ça un peu dommage. En fait, cette loi va avoir quand même certains impacts, parce que les entreprises, ça leur coûte de l'argent quand même de détruire, de stocker, etc. Donc en fait, le fait que ce soit interdit, ça va les pousser à revoir leur politique d'achat. Elles vont arrêter certainement d'acheter autant en se disant on va vendre le max et puis au pire on détruira, on s'en fout. Vu que ce sera interdit, elles vont déjà se dire ok, on va essayer de mieux estimer le nombre de produits vraiment consommés. Et donc elles vont certainement réduire aussi l'achat et la demande de production de produits qui finalement ne servent à personne. Donc il y a cette phase-là. Et puis dans la loi, il y a aussi une autre chose, c'est l'indice de réparabilité. Donc nous, par exemple, à l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, on prône pour un affichage de la durabilité. On veut que sur chacun des produits qu'on achète, on puisse avoir un indice sur leur durabilité pour savoir, quand on veut acheter un ordi ou n'importe quoi, lequel, dans tout ce qu'on nous propose, va durer le plus longtemps. Et après, on peut faire un arbitrage entre nos besoins, un portable, un fixe ou un gros truc de gamer, ou un portatile, etc. Et puis, avoir aussi le prix, mais aussi la durée de vie, la durabilité. Et avec tous ces éléments, on fait le choix qui nous semble le plus rationnel et le mieux pour la planète. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vraiment choisir en fonction de la durabilité parce qu'il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'indice. Les fabricants ne vous disent pas si c'est démontable, s'il y a des pièces détachées, si les composants sont durables. Et donc, vous n'avez pas cette information. Donc, nous, on milite pour qu'il y ait cet affichage. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris le parti de commencer déjà par l'indice de réparabilité. Donc, en 2021, on devrait avoir sur tous les produits un affichage de la réparabilité. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer pour les entreprises de prendre en compte ces critères-là et de regarder d'un peu plus près, est-ce que le produit il est démontable, est-ce qu'il est remontable, est-ce qu'il y a des pièces détachées, est-ce qu'il y a des outils standards, est-ce qu'il y a des logiciels qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir le réparer, est-ce que les pièces sont à un prix abordable. Et tout ça, ça va être inscrit dans cet indice, ça va être les critères de cet indice. Et donc si les entreprises ne veulent pas être les dernières de la liste, on peut espérer que ça pousse tout le marché à allonger un peu les durées de pièces détachées, de disponibilité et tous les critères qui vont rendre le produit un peu plus réparable et demain, on l'espère aussi, un peu plus durable dès lors qu'on aura un volet sur la robustesse et la fiabilité aussi. Alors ça, bon, en rebondissant là-dessus, mais voilà, là, plus pas en tant que speaker, mais en tant que citoyen, finalement, tu parlais de la déresponsabilisation du citoyen, mais là, on est finalement au-delà du bon sens. Même nous, en tant que citoyens, on a le bon sens de ne pas jeter un truc neuf, alors que finalement, les entreprises sont déresponsabilisées, mais à la puissance 1000. Parce que, enfin, je pense à un festival comme ça, où on sait à peu près le nombre de gens qu'on va recevoir, on essaie de prévoir le nombre de repas, le nombre de badges. Enfin, c'est fou de se dire que finalement, on dit, oh, c'est pas grave, on en prend 4000 de plus et on les jettera. Enfin, ça c'est finalement
le citoyen qui parle. Et puis au-delà, finalement, autour de toute cette réparabilité, bon, je pense notamment à ce site américain qui est devenu une entreprise qui vend des tournevis made in China, iFixit, qui finalement aussi décortique les produits high-tech pour dire leur durabilité, leur réparabilité. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on revoit aujourd'hui dans nos étals. Quand on achète quelque chose, on nous dit les pièces détachées seront disponibles 10 ans, ce qui, bon, les vendeurs font, oh, c'est une éternité ça. Mais c'est déjà finalement une première avancée qui existe aujourd'hui là-dessus. Et ça, c'est finalement quelque chose de positif. Et je l'espère qu'il soit, qui avance dans ce sens-là pour éviter justement qu'on retrouve encore des déchets dans des millions d'années. Alors justement, en parlant de... Alors, toujours pas de questions, parce que ici on monopolise la parole, mais vous êtes bien entendu invité. Donc, voilà, y a un enfant qui vole une poussette. C'est certainement pour la bidouiller à côté et en faire une poussette tuning. Voilà, avec un moteur et durable, bien entendu. Quand on parle de cet aspect justement de l'obsolescence programmée, quelle peut être la rémanence du déchet produit à travers le temps? D'ailleurs, les déchets du passé, les déchets du présent, qu'est-ce que vous pouvez dire un petit peu là-dessus sur notamment tout ce qui est déchets électroniques? Quelle peut être leur rémanence dans le milieu naturel? Moi, déjà, il y a un point que tu as dit avant, c'est qu'on parle souvent en obsolescence programmée de produits technologiques depuis tout à l'heure, mais l'obsolescence programmée, elle peut être présente ailleurs. Tu as parlé du textile. C'est aussi présent dans le textile. J'avais vu l'exemple des collants qui sont utilisés. Il y avait un gars qui avait pensé à un collant qui était infilable. Et en fait, là, on se rend compte que les collants, tu les mets 3, 4, 5 fois et puis ils se filent, quoi. J'ai vu 3, 4, 5 fois, il y a peut-être moins. Non, je ne sais pas. Mais voilà, mais qu'est-ce qui est intéressant pour une entreprise? Est-ce que c'est intéressant de créer un collant qui tient toute la vie et donc il y a 1000 personnes qui vont l'acheter et puis plus de personnes après? Ou est-ce que c'est intéressant d'en vendre 10 000 parce qu'on en rachète tous les 3 jours? Et voilà, pour faire le lien avec les déchets, si je reprends un peu la partie high-tech, oui, on voit souvent un peu les gros déchets quand on parle d'high-tech, la télé, etc. Mais si on prend juste par exemple une carte téléphonique, est-ce que vous savez à peu près une carte téléphonique combien de temps ça met pour disparaître de façon magique? Non, personne. Ça met 1000 ans à disparaître. Genre juste. On peut peut-être expliquer ce qu'est une carte téléphonique pour les plus jeunes. C'était un un petit machin en plastique qu'on utilisait dans les cabines France Télécom jadis pour appeler avant l'avènement du portable. Seulement en 2019. Et on en trouve encore dans les vides-greniers vendus par des collectionneurs. Les collectionneurs, donc, qui finalement, eux, conservent le déchet. Je viens prendre un coup de barre terrible. Carte téléphonique 2019, c'est vrai. Non, mais bref, c'est juste pour montrer voilà, que tous ces produits-là, malheureusement, ils vont nous survivre largement. Le dérèglement climatique, etc., ils n'en ont pas grand-chose à faire. Il y en a déjà des couches et des couches qui sont déjà présentes dans notre environnement. Et ce qu'il faut savoir d'un déchet aussi, c'est que en fait, il va être là dans la nature. Et on va voir un morceau d'ordi, une pile, une canette, un mégot. On va se dire putain, c'est là, c'est moche et ça pollue visuellement. Mais ça ne pollue pas que visuellement. Pendant toutes ces années, pendant les 1000 ans par exemple de cette fameuse carte téléphonique qui va être dans la nature, en fait, ce produit il est composé de plein de produits, plein de matières différentes, souvent des produits toxiques. Parce qu'on fait très peu de produits 100% naturels, nous les humains. Et en fait, ça va polluer tout l'environnement qui est autour pendant des années et des années. Donc nous, on est bien contents quand on a notre téléphone dans la poche ou qu'on a notre ordi chez nous. Mais une fois qu'il disparaît, il a un impact pendant des milliers d'années après. Et pour parler aussi de déchets, le déchet, on en fait avant à la production. Quand on produit un téléphone, tu parlais qu'il y a plus de 60 composants différents. Déjà, ils viennent pas d'Ardèche, les composants. On les prend un peu partout dans le monde. Souvent à des personnes qui n'ont pas le développement, la stabilité qu'on peut avoir comme dans un pays en France. Donc ça, faut le savoir aussi. Juste penser quand on téléphone que... Je suis pas un exemple, hein, j'ai un iPhone dans ma poche, je me mets dans le même bateau. Hein. Mais
juste qu'on prenne conscience, pareil, qu'en fait, va avoir un impact avant et après au niveau du déchet en lui-même. Et voilà, la production, quand on produit ne serait-ce qu'un téléphone qui tient dans notre poche, on fait une quantité folle de déchets. Et voilà, donc il faut vraiment prendre conscience de ça et qu'ils vont nous survivre largement tous ces déchets, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, l'archéologie se fonde sur la découverte des déchets d'hier. Hein. Quand on fait des fouilles, souvent on va tomber sur un fossé qu'on allait combler avec des restes d'amphores romaines ou que sais-je. Donc on apprend plein de choses. Donc au moins les archéologues du futur auront plein de choses à apprendre. Ils vont apprendre. Retrouver une carte téléphonique voilà, dans et 800 ils se demanderont ans. qu'est-ce que ça pouvait bien être. Il y aura des vestiges avec des dessins de cabines téléphoniques, on ne saura pas ce que c'est. C'est incroyable. Là encore, si on mettait une cabine téléphonique, tout le monde penserait que c'est Doctor Who et pas un objet du XXe siècle. Donc oui, ça c'est... bon, in fine, on peut toujours se dire que ça se recyclera au niveau géologique, hein, comme il n'existe plus de roches originelles. Mais déjà, juste le recyclage, je pense que c'est... Enfin, là, je mets mon avis là, mais c'est le meilleur pipeau qui a été inventé. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a une quarantaine d'années a dit, tiens, on va mettre des couleurs de poubelles différentes, ça va les occuper pendant 40 ans. Puis un jour, quand ils vont regarder, on se dit « Ah merde, ça marche pas très bien en fait ». C'est ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure. Normalement, le recyclage, c'est la fin de la chaîne. C'est vraiment la dernière solution. Avant, il y a tout ce que je dis un petit peu depuis tout à l'heure, qui est de penser comment on consomme, de penser comment on peut utiliser le produit, comment on peut le revaloriser derrière. Et après seulement, on va se dire « Bon, on peut pas faire autrement, on va essayer de le recycler un maximum ». Sauf que le recyclage, voilà... La France, par exemple, au niveau européen, sur tous les déchets, si on parle aussi, par exemple, des déchets plastiques, on est avant-dernier. On est vraiment des tocards, quoi. On n'est pas du tout un exemple. Et là, on apprend de plus en plus que déjà, tous les déchets électroniques qu'on a, ben, on les envoie ailleurs, alors qu'on n'a pas trop le droit. Donc voilà, on est vraiment pas responsable au niveau du recyclage. Et moi, je veux vraiment... qu'on prenne conscience que le recyclage n'est pas du tout une solution, quoi. Vraiment, je pense. Surtout qu'on parle souvent d'en fin de chaîne. Les acronymes, c'est le CSTU, le centre technique, non, c'est le centre d'enfouissage des déchets ultimes. Donc on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire de ça. Alors que bon, je ne vous dirai pas, mais sur la métropole de Bordeaux, vous avez des parcs, notamment il y en a un dans une commune proche d'ici, hein, qui s'appelle le Bourgail. C'est une ancienne décharge, donc en dessous, on a mis de la terre végétale, mais on est obligé de stocker cette matière sous nos pieds pendant des millions d'années, jusqu'à que ça repasse sous la croûte océanique avec la dérive des continents. Donc on parle de 2 milliards, 3 milliards d'années peut-être. Et en plus, juste quand on enfouit ces déchets-là, on se dit, ben, ok, ça va faire que cette zone-là. Mais en fait, souvent, dans ces coins-là, il y a des terrains agricoles à côté. Donc en fait, les terrains agricoles, ils vont être contaminés par les déchets qu'on a mis à côté. Du coup, en fait, ce qu'on bouffe, bah, la tomate, elle a beau être rouge, jolie et brillante. Déjà, ça n'a jamais brillé, une tomate. Et en fait, voilà, tout est lié. Donc en fait, ce qu'on va manger... ça va être lié aux déchets qu'on a achetés il n'y a pas longtemps. Il faut penser que tout ça, c'est un espèce d'immense cercle. Et puis, ça n'a jamais été une solution d'enterrer les déchets sous la terre, quoi. Il y a un petit exemple naturel qui s'appelle les sargasses. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des algues toxiques. En fait, au Brésil, ils font un truc vachement bien. C'est ironique, hein. Ils font de la déforestation. Donc, ils rasent tout pour mettre des champs d'huile de palme pour faire du Nutella. Et puis en fait, pour déforester, il faut plein de produits toxiques. Donc on en met, puis quand on n'en a plus besoin, on les fout dans l'eau. Donc ça va dans les océans, etc. En fait, c'est une algue qui a capté tout ça et qui va se déposer sur toutes les plages des régions. Donc genre la Guadeloupe, tout ça, on va en vacances, c'est joli, mais en fait, il y a des algues comme ça de partout. Et en fait, cette algue est remplie maintenant de produits chimiques. Et en fait, c'est le parfait exemple naturel de ce que nous, on crée, qui sont les produits technologiques. En fait, cette algue... on ne sait pas comment faire, on ne peut pas la brûler, on ne peut pas l'enterrer, il y a des produits toxiques, on ne peut pas la recycler, il y a des métaux et plein de produits toxiques dedans, on ne sait pas quoi en foutre. Donc en fait, on prend une pelleteuse et on la passe de gauche à droite, puis on se dit que ça est une solution. Et il faut savoir que l'État français, il a débloqué 2 millions d'euros par dom-tom. C'est-à-dire tu donnes 15 centimes à quelqu'un et tu lui souhaites bon appétit, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un peu ces exemples-là.
Et quand tu vois au niveau technologique, c'est exactement la même chose. Quand on fait le même système, sauf que les produits technologiques, en plus, on les a créés. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Bref, voilà. Oui, en plus, on se préoccupe des choses quand ça touche finalement l'organe le plus sensible du corps humain, qui est le portefeuille. Alors bon, on va essayer peut-être d'ouvrir ça sur des aspects plus positifs, peut-être autour de justement les solutions envisageables, autour des enjeux peut-être d'économie circulaire, de travail, de recyclerie, de réemploi. Moi, je sais pas, peut-être Laetitia, tu as des choses à dire, je te vois prendre le micro. Oui, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment un mouvement de fond, parce qu'aujourd'hui, on connaît les dérives de cette économie un petit peu absurde, de produire des choses qui ne vont pas être consommées, qui vont être détruites ou qui vont tomber en panne trop vite. Tout ce gaspillage, et donc il y a vraiment une prise de conscience un peu de tous les acteurs, à la fois des consommateurs, mais aussi des pouvoirs publics et parfois des entreprises. Et donc, on commence à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Nous, on travaille à l'association HOP à vraiment essayer d'organiser des coalitions entre tous les acteurs et surtout de fédérer les consommateurs comme nous pour montrer qu'on est extrêmement nombreux et qu'on ne tolère plus l'obsolescence programmée et qu'il faut agir. Et on envoie un signe très clair aux entreprises et aux lois, aux législateurs, pour qu'ils nous protègent et qu'ils les encadrent tout ça de la meilleure manière qui soit. Donc aujourd'hui, déjà, sur la consommation, on voit qu'il y a une consommation un peu plus responsable. Il y a des sites comme iBoycott, où vous pouvez suivre des arguments et des campagnes pour éviter d'acheter des produits qui sont vraiment délétères pour la planète. Nous, on a créé le site produitsdurables.fr qui vous donne des astuces pour consommer des choses qui vont être les plus durables possibles. Ensuite, il faut essayer de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter quelque chose avant de le faire? C'est la première question. La question de la sobriété, de se dire, je vais essayer de me lancer le défi de ne rien acheter de neuf. Ça, c'est vraiment une chose que nous, on peut faire déjà à notre échelle. C'est important parce que de là, tout découle. Si vous ne supportez pas les pratiques d'une entreprise et que vous achetez ces produits, vous lui donnez une caution finalement. Donc nous, par notre moyen de consommation, on a le moyen, on a un pouvoir énorme. Sans nous, les entreprises n'existent pas. Donc il faut vraiment prendre ce pouvoir en main et en avoir pleinement conscience. Ensuite, parfois, malgré tous nos efforts, il y a une certaine limite. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la loi, j'ai commencé à en parler, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics d'essayer de faire quelque chose contre l'obsolescence programmée. C'est aussi parce qu'on leur répète très souvent à l'envi. Et donc, au bout d'un moment, ils se disent, bon, d'accord, on va y aller, puisque les consommateurs sont prêts. Et que nous, par exemple, on a publié un livre blanc avec 50 mesures de politique publique au niveau européen, français et local. Il y a au moins 50 choses à faire pour améliorer les choses. Et donc, nous, on va voir les pouvoirs publics, le ministère. On leur a présenté il y a 2-3 semaines à Brune Poirson, la secrétaire d'État, notre livre blanc. Et une série de propositions qu'on propose se retrouvent dans la loi. Donc là, on voit qu'il y a l'élément soit contraignant, soit incitatif, qui va permettre de mieux informer les consommateurs pour qu'on puisse mieux choisir. Et nous, être responsables, mais en ayant les infos qu'il faut. Mais également les entreprises à mieux produire en les contraignant au minimum de le faire. Ensuite, là par exemple au niveau européen, parce que quand je parle de produits comme Apple qu'on a cité ou d'autres marques, finalement c'est des firmes internationales, il faut agir à un niveau européen. Et donc là par exemple, s'il y a eu les élections européennes, j'espère que vous êtes allés voter, en tout cas nous on a eu l'engagement de 10 listes de candidats, donc les principales listes qui se sont présentées, et notamment celles qui ont remporté le plus de voix, se sont engagées auprès de nous sur un certain nombre de choses très concrètes pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc maintenant, on va aller, notre travail, c'est d'aller les voir et leur dire, vous êtes engagés, vous nous avez promis, eh bien, mettons ça en œuvre. Et pour ça, d'ailleurs, on a besoin de vous, on a besoin que vous nous souteniez pour faire ce travail-là. Et puis, le dernier volet, c'est celui de travailler avec les entreprises. Parce qu'on l'a dit, l'obsolescence programmée, c'est avant tout un problème économique pour les entreprises qui veulent avoir une croissance constante, des bénéfices, etc. Donc il faut vraiment travailler avec elles, au-delà de les dénoncer quand elles font des pratiques d'obsolescence programmée. Il faut voir comment est-ce qu'on arrive
à des modèles rentables où les entreprises peuvent partir sur des produits qui vont être durables, réparables, de les convaincre et de travailler avec celles qui sont volontaires pour avoir vraiment des modèles qui sont compatibles. Et on le voit déjà, il y a déjà des marques qui s'engagent. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais quand on voit que Seb dit moi, mes produits sont réparables pendant 10 ans et qui revoient leur chaîne de conception, c'est intéressant. Patagonia, qui font des produits extrêmement durables dans le textile, c'est intéressant. Fairphone, sur le smartphone, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un téléphone portable complètement modulaire, avec, vous pouvez complètement le désassembler. Si vous avez un problème de batterie, vous pourrez changer la batterie. Vous pourrez même changer l'appareil photo uniquement si dans quelques années vous trouvez qu'il n'est pas assez performant, sans avoir à tout changer. Ça, c'est très intéressant comme pratique. Donc, on a déjà plein d'entreprises qui commencent à s'engager. On en a de plus en plus. Nous, on a monté un club de la durabilité. L'année dernière, on était 10. Aujourd'hui, on est 20. Donc, on voit qu'il y a un vrai mouvement de fond et que les entreprises se disent, si on n'y va pas, on va être les derniers. Et les consommateurs ne vont plus nous faire confiance. Donc, il faut qu'on prenne aussi les choses en main. Et c'est la coalition de tous ces acteurs qui vont faire qu'on va vraiment avoir des changements de société, des changements globaux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vous invite à prendre votre part dans ce combat. Oui, il y a juste le point de la dissonance et le côté, on parle de dissonance cognitive quand on n'est pas en accord avec les idées d'une entreprise, mais qu'on va quand même consommer. C'est comme quand, par exemple, on va marcher dans la nature, on va dire « Putain, les gens sont dégueulasses, il y a des déchets de partout », mais qu'après, on va aller acheter un pack de bouteilles en plastique. C'est ce genre de choses, la dissonance, et c'est vrai que c'est ce qu'on parlait, le pouvoir qu'on a en tant que consommateur, déjà de consommer dans une certaine logique. Et puis, il y avait un grand philosophe qui disait si on ne consomme pas, ça ne vend pas. C'est Coluche qui disait ça. Pour les plus jeunes, c'est Norman sur scène en plus gros et en plus drôle. Et donc voilà, c'est juste... Oui, pardon. Non, mais Norman est drôle, hein, je ne juge pas. Mais... j'ai jugé, pardon. Non, mais en gros, de prendre conscience surtout du pouvoir qu'on a. Du pouvoir qu'on a qui est de... comme tu le disais, il y a des entreprises aujourd'hui qui s'engagent pour être dans une logique, pour être dans une cohérence de la base de la production du produit à la vente. Et donc, nous, on a la possibilité de mettre en avant ces entreprises-là. Et du coup, forcément, comme tout est lié, de pousser les autres entreprises, si elles veulent être compétitives, à suivre le mouvement, quoi. Voilà. Justement, tu cites un petit peu certains youtubeurs très célèbres qui se sont engagés pour certains justement à des comportements plus durables. Finalement, est-ce que le geek peut être durable aujourd'hui? Puisqu'on est au cœur du Bordeaux Geek Festival, forcément, on a supprimé les bouteilles en plastique pour les conférenciers. On y vient petit à petit aussi à faire. Alors, on a un peu soif, mais on fera avec. Il y a de l'eau dans du verre, si tu veux. C'est une blague. Donc voilà, nous avons ici notre bénévole Léo qui il arrive pile au bon moment. Il arrive pile au bon moment. C'était répété. Qui fait du green aussi. Donc il essaie de convertir toutes nos pratiques au sein de Mandora. Non, il peut s'asseoir en plus. Il a une très belle voix grave. C'est notre sosie officiel de chez Alabeuf. Donc voilà. Donc voilà, c'est des petites pratiques aussi, c'est des petits gestes comme ça. Donc est-ce que finalement nous ici, là, tous les geeks qui sont là, ne sont pas l'avenir Mais le geek peut être hyper responsable. Déjà, alors j'ai été un peu pendant un temps, mais pas trop non plus. J'étais geek, mais je jouais à FIFA, donc c'était pas super geek non plus. Faut pas dire trop fort côté jeux vidéo. Voilà. Il y a eu 3000 regards d'un coup qui ont fait il est pas geek du tout, il aime le foot, c'est pas pareil. Non, mais carrément, le geek peut être responsable. Il y a une mode, j'espère que je vais pas dire conneries, hein, mais il y a une mode du jeu vintage. Moi, je vois des Play 1 depuis tout à l'heure, des anciennes Nintendo. Moi, j'avais une Game Boy avant, je suis dégoûté parce que je l'ai plus. Si j'avais été un geek responsable, je l'aurais conservé, et il y a une possibilité d'amener toute une durabilité de tous nos produits technologiques. C'est vrai qu'en plus on voit le geek est très conservateur dans les objets, il apprécie, il conserve, il garde religieusement. Je connais certains qui ont des boîtes de consoles depuis la première qu'ils ont achetée jusqu'à aujourd'hui, qui conservent tous les emballages, etc. Donc il y a aussi là aussi c'est un peu ambivalent. Il y a la culture de conserver un emballage, mais finalement au moins on le conserve, on le jette pas. Donc c'est assez étonnant finalement. Et je pense aussi
comme tu disais, que si on parle un petit peu, tu disais que certains vidéastes, youtubeurs ou gamers ont commencé à prendre la parole un petit peu sur ces sujets-là. Ça, je pense déjà que c'est hyper important. Je ne sais pas si vous aviez vu aux Victoires de la musique, alors c'est pas forcément des trucs... mais il y avait Chaka Ponk qui avait pris la parole et qui avait dit au début de son discours, on a la chance, non au début ou à la fin je crois, qui a dit, nous on a la chance en tant que artiste, célébrité ou autre, de toucher beaucoup de gens. Et donc il appelait toutes ces personnes-là à prendre la parole sur ces sujets-là, qui est juste notre avenir sur cette planète. Et c'est hyper important. Et donc je pense que je sais pas trop, donc je veux pas m'avancer là-dessus, mais je pense que au niveau des gamers, c'est pas encore un truc qui est mis en avant dans le discours de bah venez, on peut continuer à jouer, à se faire plaisir, mais en même temps essayons d'être le plus responsable possible. Moi, j'adorerais que ça soit un discours qui soit mis en avant dans les années à venir par toutes ces personnes-là. Ça serait super, parce que je pense que de toute façon, au vu des enjeux qui nous attendent et du temps qui nous est imparti, il va falloir en parler de partout et que tout le monde prenne la parole sur ces sujets-là. Je connais plus la phrase complète, pourtant il l'a dit plein de fois. J'ai mon ami Axel Latuada qui fait la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, je sais pas s'il y en a qui connaissent, et qui cite souvent la phrase de Gandalf qui est que va-t-on faire du temps, que va faire du temps qui nous est imparti, je crois, un truc genre. Je connais plus la phrase complète, mais en gros c'est la question qu'il faut se poser. Et du coup, voilà, de savoir si ces sujets-là vont devenir prioritaires, et je pense que ce serait bien qu'ils le deviennent, même dans le milieu du geek, des jeux vidéo et tout ça. Voilà. On a une question justement pour toi, Léo. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une carte téléphonique? Ouais. Alors, je suis quand même pas, je suis jeune, mais quand même pas trop jeune. Carte téléphonique, j'avais ça au collège, et on utilisait ça dans mon collège pour appeler directement. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas de téléphone au collège, donc je mettais ma carte, j'appelais ma petite maman pour dire je sors plus tôt et je pars. Mais ça n'existe plus. Les cabines téléphoniques n'existent plus. Et voilà. Du coup, oui, je sais encore, je suis les derniers à savoir ce que c'est. Tu n'es pas encore obsolescent. Bon, je vois, oui. Oui, peut-être pour répondre sur la question du geek, est-ce que ça peut être durable? Moi, ce que j'observe, c'est que finalement, les geeks, en tout cas informatiques, c'est eux qui vont avoir la plus grosse capacité à créer des ordis de gamers hyper puissants et du coup aller chercher les vrais composants qui vont être puissants mais du coup qui vont être durables parce que c'est souvent des produits, des composants qui vont être qui vont avoir une grosse capacité. Donc c'est des gens qui vont être capables d'assembler aussi des ordinateurs pour qu'ils soient vraiment durables en choisissant tel composant, telle pièce, etc. Et ça, c'est assez intéressant, la capacité d'aller vers des produits qui vont être puissants, durables, de pouvoir les fabriquer, de savoir comment ça fonctionne. Parce que parfois, on est victime d'obsolescence programmée, parce que aussi, on ne peut pas mettre les mains dans une machine, on ne comprend rien comment ça fonctionne. Quand on est geek, souvent, on a une vraie connaissance des produits, et ça, c'est hyper précieux. On peut aussi plus facilement les réparer si on les connaît. Et on peut acheter juste le composant qu'on a besoin parce qu'on l'a assemblé nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment très précieux dans l'allongement de la durée de vie d'un ordinateur. Après, quand je vois tous les beaux costumes là, qui défilent ici, j'imagine que ces costumes-là sont échangés entre geeks, voire même qu'ils sont loués. Et ça, c'est aussi une perspective très intéressante. Plutôt que d'avoir un produit, un textile, un produit qu'on va acheter, un vêtement, et puis qu'au bout d'un an, on va jeter parce que ça ne nous plaît plus, c'est plus à la mode. Le fait de louer, d'avoir vraiment des déguisements, par exemple. Justement, on voit de très belles têtes d'ordinateur. Là, oui. Voilà, c'est donc un véritable recyclage. Un ordinateur obsolète en plus qui se balade. Ouais, très beau. Mais c'est vrai que le fait d'être dans la non-propriété et d'être plutôt dans l'usage, là je vais au festival, je loue un super costume ou même une super veste qui me plaît, que je trouve jolie, et après je vais la ramener au magasin, ça va servir à quelqu'un d'autre. Ça va allonger aussi la durée de vie des produits. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais bon, je voudrais quand même signaler que je crois qu'il y a encore du boulot, hein, il faut le dire, surtout dans cet univers très numérique, très connecté.
Donc, je crois qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont victimes d'obsolescence programmée sur les jeux vidéo. Moi, j'ai reçu des demandes dans ce sens à l'association Hop. Donc, je crois que collectivement, on peut essayer de travailler à améliorer les choses parce que c'est pas encore au top du top, même s'il y a des bonnes choses et vraiment des atouts dans ce milieu, il y a encore des choses à améliorer. Alors une dernière question justement une première et une dernière question parce que justement on ne gâche pas les questions ici, elles sont très bien ciselées, faites par des artisans de la question. On vous écoute. Bonjour, on m'entend bien, oui. Jérôme, ingénieur en informatique, donc je suis un stéréotype. Je plus sois le côté geek, notamment par rapport au fait qu'un ingénieur ou quelqu'un qui s'y connaît beaucoup va pouvoir savoir comment faire pour faire quelque chose de durable. Notamment, moi je voudrais soulever le côté open source des choses. Quand un produit est fermé, il est très intégré et quasiment on ne peut pas le réparer. Et on est obligé de le jeter parce qu'il n'est pas recyclable. C'est trop intégré. On ne peut pas récupérer, ça coûte trop cher d'aller récupérer les petits métaux, les métaux qui sont en très petite quantité, dans un smartphone par exemple. Donc, alors qu'avec l'open source, le fait d'aller chercher, d'avoir des données, des composants qui sont ouverts, on peut construire quelque chose qui est durable et réparable. Oui, vous pointez exactement les bons enjeux. On reconnaît l'ingénieur qui s'y connaît. En fait, dans l'obsolescence logicielle en particulier, tout ce qui va concerner essentiellement les ordinateurs, les smartphones, etc., on va avoir des gros enjeux sur ce que vous avez pointé, sur la démontabilité, sur les pièces détachées, sur l'open source. Et ça, c'est des choses qu'on milite. Nous, par exemple, on demande aussi qu'il y ait des mises à jour qui soient distinctes entre les mises à jour correctives et les mises à jour de design. Enfin, les mises à jour de sécurité, pardon, qui vont réparer des failles de sécurité pour ne pas mettre nos données en danger, et les mises à jour qui vont être plutôt de design évolutif, hein, de confort, pour rendre l'appareil plus ergonomique ou avoir les dernières fonctionnalités à la mode. Mais ça, c'est deux choses distinctes, et aujourd'hui, vous pouvez télécharger un package uniquement qui va finalement prendre trop d'énergie dans votre appareil et qui va faire ralentir, dysfonctionner le téléphone, et du coup qui va le rendre finalement plus vite obsolète. Donc nous, par exemple, on demande des mises à jour pour qu'on puisse télécharger seulement les correctifs de sécurité, et le design, c'est vous qui choisissez, mais en connaissance de cause que ça va certainement faire ralentir le téléphone. Par exemple, sur les télévisions ou les ordinateurs, on milite pour des conceptions avec pour pouvoir réparer aux composants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gros blocs, vous pouvez réparer qu'un seul bloc, monobloc, qui va vous coûter extrêmement cher, qui va coûter plus cher que l'appareil neuf, et donc ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment pouvoir embêter les entreprises et faire en sorte de les influencer à travailler sur ça pour qu'on ait vraiment des produits qui soient conçus pour être durables et réparables, accessibles en open source, etc. Donc si vous avez envie de nous faire partager votre savoir et de nous soutenir dans cette cause, je vous invite vraiment à soutenir l'association Hop, Halte à l'obsolescence programmée. Et merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, donc peut-être un petit mot de conclusion. Alors d'ailleurs, hein, si ces sujets-là vous intéressent, hein, vous avez donc le BGF Tech. Au cœur du BGF Tech, c'est justement tous ces enjeux autour des Fab Labs, autour de travailler la matière informatique d'une autre façon. Donc je vous invite à aller vous perdre un petit peu là et ailleurs, bien entendu, dans le festival. Hein, mais ces enjeux-là sont particulièrement présents ici. On se préoccupe aussi de tout ce qui est autour de la Green Tech. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Peut-être, je sais pas, un petit mot de conclusion. Ouais, 2 points. Je vais faire un peu le mec spirituel, tout ça, mais c'est un peu lié. Il y a eu des rires genre, oh, merde. Non, mais juste si vous vous posez 2 secondes sur votre canapé et que vous demandez, et vous essayez de vous rappeler les plus beaux moments que vous avez eus dans les dernières années, normalement, même si vous êtes un geek genre sale, c'est pas quand vous avez acheté la dernière console ou quand vous avez ouvert le dernier jeu ou que vous avez même fini le dernier jeu ou quoi.
Normalement, c'est des moments en famille, c'est des moments avec des potes, ou même quand c'est le jeu que vous avez fini, normalement, c'est plus le moment avec le pote que le dernier niveau. Vous avez passé 4 heures à démonter le boss et que c'était un enfer. Donc juste ça, et le deuxième point, de se dire que sans consommateurs, les entreprises ne vivent pas. Donc en fait, le pouvoir, c'est pas eux qui l'ont, c'est nous qui l'avons. Donc c'est 2 points comme ça, et voilà, juste se dire que la sobriété, c'est pas mal. Et je pense que ça peut être un premier point de... pas de lutte, un premier point de quelque chose. Pour lutter, oui, pour lutter contre l'obsolescence programmée. Moi, en tout cas, c'est la clé que j'ai envie d'utiliser, que voilà, je vous fais des doubles si vous voulez vous en servir. Voilà. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en stream. Donc, ouais, c'était streamé. Donc, voilà, normalement, on est vu partout à travers la planète. Nous avons sensibilisé des millions de personnes, rien que ça. Donc, merci de nous avoir suivis. On va vite laisser la place pour la suite. Et puis, à bientôt dans le Bordeaux Geek Festival. Merci à tous.